Hello les amis investisseurs, j'espère que vous avez la super forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois depuis plusieurs mois. Ça a quasiment tourné à l'harcèlement, hein, tout ça. Nous voilà enfin et nous allons analyser aujourd'hui l'action Ruby cotée en bourse, cotée à la bourse de Paris. Donc ces vidéos d'analyse d'entreprise, elles sont très importantes parce que ça vous permet de voir comment je choisis les entreprises, sur quels critères fondamentaux est-ce que je me base. Mais gardez à l'esprit toujours que je ne suis pas conseiller financier, que je suis un investisseur maintenant aguerri, quasiment professionnel, on ne va pas dire ça, ça fait un peu arrogant de dire ça, mais j'ai des solides connaissances en analyse financière et en investissement boursier maintenant, mais ne prenez pas pour acquis tout ce que je vous dis, tout simplement car je n'ai pas la science infuse. Et avant de passer derrière mon écran, c'est vrai que c'est super important d'avoir des bases en bourse, de savoir analyser une entreprise de A à Z, de savoir pourquoi est-ce qu'on l'achète, de savoir comment on optimise la fiscalité, de savoir aussi comment on diversifie intelligemment en fonction de son profil et sa gestion du risque, sa perception du risque et ses propres objectifs. Par exemple, une personne qui a 60 ans et un capital colossal ne va pas investir de la même manière qu'un jeune de 18 ans. Par exemple, moi je ne vais pas investir de la même manière que mon père qui a 70 ans. Donc, tout ça, c'est très important à prendre en compte. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez les programmes payants sur le site Go Investissement. J'ai un seul programme, une formation de 12 heures où vous avez tout ce qu'il vous faut. Tous les modules sont expliqués clairement et ça vous montre vraiment comment atteindre vos objectifs financiers, comment générer votre deuxième salaire grâce à la bourse en étape par étape en 10 ans. Donc, on va d'abord présenter l'action Ruby, l'entreprise Ruby qui est une entreprise française. C'est un peu la success story en termes de dividendes et en termes de performance financière à la Bourse de Paris. C'est vrai qu'on est assez fiers, la France est assez fière de parler de Ruby. Et Ruby, qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Eh bien, ils offrent des prestations logistiques de transport pour le carburant. Donc, ils sont principalement, leur business, ils le font principalement en Afrique, notamment au Nigeria, au Sénégal, au Congo, il me semble, et dans la zone caribéenne, notamment en Haïti. Donc c'est des marchés qui sont très porteurs parce que Ruby a quasiment une situation de monopole dans ces pays, mais ça peut être un peu compliqué. Les facteurs à risque qui sont au niveau politique. Elle est implantée dans des zones qui sont assez instables niveau politique, donc on peut avoir de grosses variations sur la monnaie, sur le taux de change, de grosses variations en termes de transport. Des convois peuvent se faire braquer par exemple, détourner, donc c'est aussi des critères à prendre en compte. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe derrière mon écran et qu'on passe à une analyse financière approfondie de Ruby, une analyse de dividendes également, et à la fin, je vous dirai ce que j'en pense personnellement. Allez, ciao, ciao. Nous voici derrière l'écran où on va procéder à l'analyse de Ruby, tant au niveau de sa stratégie d'entreprise, au niveau de ses finances, mais aussi du dividende, parce que c'est ce qui nous intéresse également en tant qu'investisseur, c'est de pouvoir avoir de la visibilité à long terme sur le dividende, et tout est corrélé. La stratégie est corrélée avec les finances, les dividendes sont corrélés avec les finances également, mais également avec la stratégie. Parce qu'une mauvaise stratégie ou un mauvais positionnement peut entraîner des conséquences assez négatives sur les finances et donc les dividendes. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder ces trois aspects. Alors au niveau de la stratégie, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a 85% du chiffre d'affaires de Ruby qui est concentré en zone caribéenne et africaine. En zone caribéenne, on est sur des pays comme Haïti. En Afrique, il me semble qu'ils sont présents au Nigeria, au Congo. Donc des pays qui ne sont pas sous-développés, des pays en voie de développement, mais qui sont instables encore au niveau géopolitique. Ça peut être un problème, notamment pour la rentabilité de Ruby. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et Ruby n'est pas concentré majoritairement en Europe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On est à 85% sur des zones assez risquées, sans pour autant que ce soit des zones de guerre. Ensuite, on a des barrières à l'entrée, et ça c'est un concept en stratégie qui est très important. Les barrières à l'entrée, c'est le ticket d'entrée pour rejoindre ce business. On a dit que Ruby, là imaginons qu'il y a la station d'essence, et bien Ruby fait la logistique pour amener l'essence d'un point A à un point B. Donc on va dire que la station c'est le point A, le point B c'est de là où part l'essence, et Ruby elle est là, et du coup elle doit
faire en sorte que tout se passe bien, qu'au niveau du stockage, eh bien, on ne perde pas les principes, comment dire, les caractéristiques du gasoil par exemple. Il faut que le produit arrive sain et sauf, on va dire. Il faut qu'il arrive rapidement. Il faut qu'au niveau de l'approvisionnement en amont là, qu'il soit OK. Donc ça implique pas mal de choses et donc beaucoup de coûts. Beaucoup de coûts. Donc, par exemple, pour acheminer, ben, il te faut une flotte de camions, peut-être des bateaux également. Il te faut aussi du matériel spécifique pour stocker le gasoil, le fuel. Ça demande pas mal de choses. Des vigiles, des gardes armés peut-être dans des zones un peu plus compliquées. Donc tout ça, ça fait que les barrières à l'entrée sont assez élevées. C'est un avantage pour l'entreprise parce qu'on peut très bien se dire dans 10-15 ans que il n'y aura pas de concurrence sur ce marché. Ce qui est intéressant aussi, hein, je l'ai mentionné avant, c'est les compétences technologiques. Et si on fait un point, un petit parallèle avec Apple, Apple a les compétences technologiques, ils ont carrément un centre de recherche qui est immense à la Silicon Valley, donc un des compétences technologiques qui sont difficilement recopiables. C'est la même chose pour Ruby, hein, quand tu es dans ce genre de business. Très compliqué de se faire imiter, très compliqué, hein, vous verrez jamais de contrefaçon de Ruby. Ce qui est un peu moins le cas pour LVMH qui repose sur une image de marque et pas sur des compétences technologiques, on va dire. Ensuite viennent les finances. Les finances, c'est très important d'analyser la santé financière de l'entreprise. Je pense que tout investisseur, même s'il investit sur des ETF, devrait maîtriser ça, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la vie au quotidien, hein. Si tu as un commerce, eh bien, tu dois voir les indicateurs pertinents pour ton business, voir si tu gagnes du fric, parce que si par exemple tu vends 100 € de burger, mais qu'à la fin, une fois que tu as payé tes salariés, une fois que tu as payé les matières premières, les impôts, etc., si tu es dans le négatif, eh bien, tu vas pas durer longtemps, tu vas peut-être survivre 1, 2, 3 ans en bricolant, quoi. Mais les finances, c'est vraiment très important et c'est très intéressant de lier les finances avec le contexte politique, de comprendre un peu la dynamique du monde dans lequel on vit. Alors le premier indicateur, hein, c'est le chiffre d'affaires. Même si ça ne veut pas dire grand-chose, on regarde l'évolution du chiffre d'affaires qu'on va faire après en live sur Zone Bourse. Le chiffre d'affaires, c'est simplement les ventes, hein. Si par exemple tu vends pour 1000 €, eh bien ton CA, il est à 1000 €. Tu l'as bien vu, hein, c'est pas représentatif parce que ça compte pas les charges. Par exemple, si tu as des salariés ici, bah, ça ne les compte pas. Si tu as des locaux, ça compte pas. Mais c'est important de voir pour déterminer si oui ou non l'entreprise a réussi à augmenter ses ventes. On a aussi l'évolution des bénéfices qui est très importante, même plus importante que le CA. Bénéfice, c'est ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a déduit ses différentes charges. Une fois que tu as déduit, je sais pas moi, les salaires, une fois que tu as déduit les matières premières, une fois que tu as déduit les impôts, éventuellement, qu'est-ce qu'on peut encore déduire, les locaux, eh bien c'est ce qui te reste à la fin, une fois que tu as tout déduit, les bénéfices. Et c'est très important pour voir si l'entreprise est rentable. Si vous avez un bénéfice qui est vraiment faible, proche de zéro, voire négatif, il y a de grandes chances pour que les dividendes soient coupés. Donc il faut aussi regarder l'évolution des bénéfices. Ensuite, la marge nette, qui est exprimée en pourcentage, c'est ce qui te reste sur 100 € une fois que tu as tout déduit. Une fois que voilà, l'argent a servi à payer les créanciers, c'est ce qui te reste. Si par exemple, tu as une marge nette de 10%, ce qui est vraiment pas mal, hein, de 10% sur 100 €, eh bien à la fin, il te reste 10 €. Il reste 10 € à la fin. Donc c'est très important. Sur des actions à dividendes, moi je sais que je vise des marges nettes de 6 à 7% parce que ce sont la plupart du temps des business qui ne sont plus en expansion extraordinaire, mais qui possèdent quand même une certaine rentabilité intéressante et qui continuent de faire de la marge. Ça, c'est des choses, bien sûr, qu'on voit dans la grande formation. Ensuite, on a l'endettement. Endettement, très important. Un fort taux d'endettement, eh bien, ça peut avoir des conséquences assez négatives. Même si tous ces indicateurs sont dans le vert, sont dans le positif, si on a un taux d'endettement pourri, eh bien, on peut commencer à piocher dans les bénéfices, on peut commencer à voir sa marge nette se détériorer. Ça peut avoir pas mal de conséquences assez négatives à long terme. Donc regardons maintenant de plus près le chiffre d'affaires. Je suis sur le site Zone Bourse qui nous sort tous
tous ces résultats. On a le chiffre d'affaires sur 3 ans. Donc il faut savoir que c'est un peu compliqué, entre guillemets, d'avoir le chiffre d'affaires sur plusieurs années. Quoi qu'ici, on peut l'avoir. Ouais, on l'a ici. Donc en 2016, le chiffre d'affaires était à 3 milliards. En 2017, 3 milliards 9. 2018, 4 milliards 7. C'est d'ailleurs le moment où l'action a atteint son pic. Et en 2019, 5 milliards 2, 2020, 6 milliards. Donc c'est très très très... pardon, 2020, pardon, 3 milliards 9. Donc on a une petite baisse, vous voyez, hein, c'est pas linéaire, mais on a une petite baisse en 2020. C'est ce qui peut être à l'origine du cours de l'action, de l'évolution. Mais on a de manière générale une augmentation constante du chiffre d'affaires. Ensuite, on peut regarder le bénéfice, il est en vert, hein. Donc en 2016, il était à 208 millions. On est passé l'année d'après à 266 millions, ensuite à 254 millions, 2019 307 millions, donc augmentation constante, et 2020 hein, qui corrélait justement à l'évolution du chiffre d'affaires et la crise du Covid, 280 millions, ce qui est une petite baisse. Donc le niveau du chiffre d'affaires, du bénéfice, on est bon. La marge nette maintenant, très important, c'est aussi compris dans le graphique, j'aime bien ce graphique d'ailleurs. On est à 6,92%, donc c'est ce qu'on retrouve, hein, c'est des ratios qui sont intéressants. 6,76 en 2017, 5,34 en 2018, 2019 5,87, donc on est sur une bonne moyenne de 7% en 2020, on est sur une moyenne de 6%, et moi c'est un critère qui est intéressant, qui vaut le coup, je trouve que on est plutôt dans le positif à ce niveau là. Et enfin le ratio d'endettement que j'ai trouvé sur FR Investing, c'est un autre site, il faut savoir qu'il faut avoir plusieurs sites pour comparer les données, c'est très important. On a un taux d'endettement à 40%, donc moi je prends les dettes long terme divisées par les capitaux propres, donc les dettes long terme c'est tout ce qui est relatif à des investissements sur 10, 15, 20 ans, alors que les dettes globales, ça prend en compte les dettes long terme plus les dettes court terme, par exemple à des fournisseurs, etc. Ça m'intéresse assez peu, mais on a un taux d'endettement qui est à 40%, ce qui est plutôt pas mal, hein. J'essaie de viser en dessous de 70% à chaque fois. Donc on est pas mal au niveau des finances de Ruby. Tant qu'on a fait les finances, on peut passer au dividende. Et le dividende, c'est ce qui va nous rémunérer en tant qu'actionnaire. Ce qu'il faut regarder, c'est déjà le cash flow par action comparé au dividende. Il faut que le cash flow par action il soit supérieur au dividende. Et le cash flow, c'est la trésorerie. Donc admettons que tu es 100 € et que tu fais une virée shopping, eh bien ta trésorerie, c'est ce qui te reste à la fin. Et c'est ce que tu avais au début, moins tous tes décaissements. Donc ça ne prend pas en compte les dettes que tu dois encore régler. C'est ce que tu as effectivement dans les caisses, le cash que tu as de disponible dans les caisses. C'est un peu différent du bénéfice. Et on le compare au dividende par action. Donc imaginons que tu as un cash flow par action de 3 et que le dividende il est à 4, eh bien, ça veut dire que tu pioches dans le cash flow pour financer ton dividende, et ça peut être problématique à ce niveau-là. Donc ce que j'essaie de faire moi à chaque fois, c'est j'essaie d'avoir par exemple un cash flow de 4 pour un dividende de 2. Comme ça le cash flow couvre largement le dividende et ça permet de se projeter à long terme. Ensuite, l'évolution du dividende, parce qu'entre le cash flow et compagnie, il faut aussi voir la politique de l'entreprise en termes de versement de dividendes. Entre Ruby, Total et compagnie, on a une politique de versement de dividendes qui est assez franche, on va dire, qui est assez favorable aux actionnaires. Alors que dans d'autres entreprises, on peut avoir toutes les finances dans le vert, on peut avoir des super niveaux de marge, etc., etc. Sauf que la politique de l'entreprise, c'est de réinjecter, et du coup, ils vont réinjecter dans des projets. Donc, c'est très important de regarder l'évolution du dividende avec le cash flow. Ensuite, le rendement. Le rendement, c'est ce qui va nous permettre de voir la rentabilité de l'investissement. Le rendement qui est exprimé en pourcentage. Donc, ça veut dire que si tu achètes pour 100 € d'action et que tu as un rendement à 6%, admettons, eh bien tu vas avoir 6 € de dividendes, ce qui est pas mal. Un bon portefeuille à dividendes sur 10 ans, on peut atteindre des rendements vraiment pas mal de l'ordre de 8%, même 15%, ça dépend. Je sais que certaines personnes qui ont acheté des actions il y a longtemps ont des rendements très importants. Le rendement, mais
ne faut pas non plus regarder que le rendement, on va dire. Si on retourne sur le site de Zone Bourse, on regarde le cash flow par action. Cash flow par action qui est qui varie entre 3,36 et 2,41. C'est des chiffres qui sont difficilement exploitables quand même, mais on va regarder par rapport aux dividendes. Donc 3,36, le dividende, où est-ce qu'il est? Voilà, le dividende il est ici, 1,59 en 2018, on regarde en bas, on est à 3,36, on regarde encore en haut, on est à 1,75 au niveau du dividende. En 2019, on était à 5 € en termes de cash flow par action. On était à 1,80 en termes de dividende par action en 2020. Maintenant, on est en cash flow par action, on est à 2,41. Donc ce qu'on peut regarder, c'est qu'à chaque fois, le cash flow par action couvre largement le dividende. Ensuite, l'évolution du dividende, je vais le regarder plutôt sur Zone Bourse, c'est un peu plus intuitif. Eh bien, on peut voir qu'on a une certaine régularité au niveau du dividende. Et là, j'ai l'historique sur quasiment 20 ans. Voilà, donc la société verse des dividendes depuis 20 ans. À savoir que là, on peut penser qu'il y a une baisse, mais en fait, il y a eu un split d'actions. Il y a eu un partage d'actions, donc on a un dividende croissant en fait depuis plus de 20 ans quasiment. Donc c'est très important, on a cette régularité et cette volonté de récompenser les actionnaires pour le capital prêté. Et au niveau du rendement sur dividende, on est, si on prend la base d'un dividende de 1,80 qui a été versé en 2020, on est sur un rendement de 6,44% qui va s'expliquer par la baisse du cours de bourse dont on va parler maintenant. Ensuite, le cours de bourse, c'est le dernier aspect qu'on va regarder. On a clairement une baisse de plus de 35% entre 2018, donc ici, et 2022, une baisse franchement qui n'est pas forcément justifiée au vu des résultats et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a un rendement sur dividende qui est à 6%, hein. C'est lié, hein. Quand le cours de bourse baisse et que le dividende est maintenu voire augmente, eh bien le rendement augmente et on a un rendement sur dividende de 6% à cause de la variation du cours de bourse. C'est quelque chose qui est assez pas dur à gérer, le cours de bourse, mais disons que c'est un risque à prendre en considération. On a cette baisse, on a cette perte de capital, hein. Si par exemple vous aviez investi ici en pensant que ça allait continuer à monter, eh bien là vous aurez perdu 35% de votre capital. Mais quand on investit sur des valeurs à dividendes qui ont des fondamentaux solides et une vraie politique de dividendes et de développement, c'est pas vraiment un problème. Je pense qu'on peut prendre un risque sur 10 ans et on va voir d'ailleurs maintenant tout de suite qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'arbitrage. Est-ce qu'on achète Ruby, est-ce qu'on ne l'achète pas? Pour finir, je vous ai fait un petit tableau des pour, un petit tableau des contre. Donc forcément, hein, on a beaucoup plus de pour que de contre. Et dans les contre, on a le risque politique, le cours de bourse baissier. Il faut être conscient qu'une perte en capital est possible, du moins si on vend beaucoup trop tôt. Et au niveau des pour, hein, là, il n'y a pas photo, on est sur il y a beaucoup d'avantages à investir dans cette société qui est profitable, qui est faiblement endettée, qui est un chiffre d'affaires croissant, un bénéfice croissant, des dividendes croissants, des barres à l'entrée. Ça fait beaucoup de pour, alors que les contre, est-ce qu'ils sont négligeables? Ça c'est un peu la grande question du jour. Mais mon avis par rapport à tout ça, c'est que sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, si on investit à long terme sur cette société, il n'y a pas de risque. Et ça peut être une opportunité d'investir aujourd'hui pour avoir un rendement assez intéressant dans le cas où le cours de bourse venait à se retourner vers la hausse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse encore des vidéos comme ça, si une autre entreprise. C'est assez marrant, franchement, ça vous permet de voir un peu comment je fais pour investir. Ça vous donne vraiment la méthodologie, même si c'est les grandes lignes que j'ai fait. Si vous voulez un accompagnement un peu plus détaillé, eh bien vous avez la formation sur 12 heures. Le lien se trouve dans la description. Voilà, merci les investisseurs, ciao ciao.